Bienvenue à cette courte présentation sur le problème de la guerre à l'automobile. Sous prétexte de l'arnaque climatique, on fait tout pour nuire à l'automobiliste parce que la pollution, blablabla. Bon, ce sont des mensonges. L'arnaque climatique, le réchauffement de la planète. Écoutez, il y a un cycle solaire de 11 années. Un cycle solaire de 11 ans qui fait en sorte qu'il y a des périodes plus chaudes et des périodes moins chaudes. Quand le soleil est à son maximum, il fait plus chaud pendant les 4-5 années du maximum. Il fait un peu plus frais quand le soleil est à son minimum. Et il y a un autre cycle solaire de 25-27 ans, je me souviens plus. Quelqu'un qui en sait plus que moi aurait les chiffres précis. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est que l'arnaque climatique se donne un prétexte aux abrutis de nuire aux automobilistes. Et ce que je dénonce. Je vais moins parler du problème de sécurité. Je vais en parler un peu, mais ça va être le sujet d'une autre présentation, la sécurité, mais je vais aborder quelques aspects. Donc voici, on commence par la guerre à l'auto. Ceux qui peuvent quitter les villes pour aller vivre à la campagne, ils le font. Ceux qui peuvent le faire, là, par exemple, des retraités qui ont suffisamment d'argent pour vendre leur maison en ville et s'installer en campagne ou en banlieue relativement éloignée de la ville, tous ceux qui peuvent le faire le font. Euh, Malheureusement, il y a des gens qui aiment vivre en ville, ben ils vont quitter la ville parce qu'ils ne peuvent plus circuler. Ceux qui sont prisonniers des villes pour des raisons de travail ou ils n'ont pas les moyens de s'acheter une automobile, ça c'est un autre problème. Donc on va commencer par le fait de réduire les limites de vitesse et entraver la circulation, ça augmente la pollution. Voici, prochaine page de dessin. Réduire exagérément les limites de vitesse n'augmente pas la sécurité. Au contraire, ça multiplie les dépassements. Et voyez ici l'astérisque, je vais aborder le paragraphe en bas de la page. Même les conducteurs sains d'esprit sont tentés d'excéder les limites de vitesse permises, non pas par délinquance, puisqu'ils sont sains d'esprit, mais pour économiser de l'essence. Plus de détails à la page de dessin suivante. Mais avant de changer de page de dessin, on va continuer ici. Les responsables devront être arrêtés pour incitation à la conduite dangereuse. En bref, depuis 2015, attendez, je trouve ici. Depuis 2015, il y a un délire psychiatrique de réduire les limites de vitesse sans que rien n'a été changé dans l'environnement routier. Donc, exemple, les rues qui ont toujours été sécuritaires à 50 km/h, baisser la limite sans justification et sans zone scolaire, ni terrain de jeu, ou zone de travaux, ou quoi que ce soit. Il y a des rues qui sont particulièrement étroites où il est justifié de baisser la limite de vitesse, mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais trop souvent, on réduit les limites de vitesse sans aucune justification. Pire encore, baisser les limites et ne pas les faire respecter plus qu'avant. Je répète que ça multiplie les dépassements. Ça augmente le danger. En plus de faire gaspiller de l'essence. Et voici, c'est le sujet des 2 prochaines pages de dessin. Vitesse et consommation d'essence. Ici, on a pris un exemple, j'ai pris ça sur Internet, exemple d'une voiture fictive. On ne sait pas c'est quel modèle de véhicule qui a été pris, mais ça, c'est les rapports de transmission. Pour simplifier, pour que tout le monde comprenne, j'ai refait un autre tableau ici avec un véhicule à transmission automatique, 4 vitesses. J'ai simplifié. Donc ici, ce qu'on voit ici à la 3e vitesse, entre 40 et 60 km/h, la transmission fait un rapport de 1 pour 1. C'est-à-dire que le premier plateau de la transmission ici près du moteur, quand il fait un tour, à la sortie en direction des roues, ça fait un tour. 1 pour 1. Quand on roule entre 40 et 60 km/h, on fait du 1 pour 1. On a une consommation d'essence convenable. Par contre, à très basse vitesse, en première vitesse, donc
embrayé en première vitesse, on fait du 3 pour 1. 3 tours de moteur, c'est pas tout à fait exact. 3 tours de moteur pour un tour de roue. Donc, le moteur tourne beaucoup, ça consomme beaucoup d'essence. Donc, sur un terrain de stationnement et dans d'autres endroits où on doit circuler à très basse vitesse, premièrement, on ne circule pas dans des endroits comme ça pendant des heures et des heures. Aussitôt qu'on peut circuler sur le chemin public à environ 50 km/h, on a une consommation d'essence convenable. Comme ici, on fait du 1 pour 1 en rapport de transmission. Ici, j'ai marqué un km/h, moins 1 ou moins 3. C'est un peu avant 20 km/h. On embraye en deuxième vitesse jusqu'à un peu avant 40 km/h. Donc, dans les zones scolaires, et quand on passe près du terrain de jeu, le fait de réduire la vitesse à 30 km/h, le véhicule consomme plus d'essence. Il fait du 2 pour 1. 2 tours de moteur pour un tour de roue. Il y a un gaspillage d'essence, mais sur des courtes distances, ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Donc, 50 km/h, vous réduisez votre vitesse à 30 km/h, la consommation d'essence, elle est doublée, plus 40% que je vais expliquer dans la page suivante. Maintenant, avant de passer à la page suivante, quand on arrive dans un quartier résidentiel et qu'on impose une limite de 40, on est quand même dans un rapport de transmission de 1 pour 1. Malheureusement, le moindre ralentissement ou on a une pente à monter, on consomme plus d'essence. Excusez-moi, je vais boire une gorgée d'eau. Je ne veux pas reprendre la vidéo 15 fois, là. Donc, ici, une consommation d'essence, s'il n'y a rien qui nous ralentit, on peut maintenir la vitesse à 40, on a quand même une consommation d'essence. Mais j'insiste que quand on roule en bas de 40 km/h, on a une consommation d'essence plus élevée. On change de page de dessin. Ici, les deux tableaux, c'est la même chose. C'est que ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pris un véhicule, j'ai calculé la consommation entre la consommation d'essence de 50 km/h et à 30 km/h. La différence, elle est calculée par... j'ai voulu tous les calculs ici, ça a été fait pour savoir combien on consomme d'essence à la minute. Donc, un véhicule qui fait du 8 litres au 100, bien sûr, vous mettez sur pause si vous voulez faire les calculs. Mais je vous dis qu'à chaque minute, on consomme 0,07 litres d'essence. Donc, 70 millilitres d'essence à la minute. Et le tableau ici en bas, c'est la même chose, sauf que je l'ai simplifié. Donc, une unité Bécher de 70 millilitres à la minute. Si vous maintenez une vitesse stable de 50 km/h sur 10 minutes, par exemple, vous roulez à côté de l'autoroute métropolitaine à Montréal, là, si vous réussissez à stabiliser votre vitesse, au bout de la 10e minute, vous avez consommé 10 unités Bécher de 70 millilitres. Si par contre, vous circulez à 30 km/h, là, le rapport de transmission, c'est 2 pour 1. Vous doublez la consommation à chaque minute, plus le 40% de temps supplémentaire qu'il vous faut pour couvrir la même distance. Vous êtes rendu à 28 unités Bécher, donc vous avez presque triplé la consommation. Maintenant, ici, en quatrième vitesse, si vous circulez sur une route de campagne à 70-80 km/h, le moteur il va tourner à 25% plus lentement pour presque autant d'économie d'essence. Évidemment, ça varie d'un véhicule à l'autre. Ça dépend du poids du véhicule par rapport à la force du moteur. Donc, j'aurais dû expliquer ça à la page précédente. Donc, si vous roulez en bas de 60, si certains chemins de campagne qu'on vous impose une limite de 50, là, vous gaspillez de l'essence, vous pourriez économiser 25% parce que le moteur tournerait 25% plus lentement pour le même nombre de tours de roue. Voilà ce qui est dit. Donc, les chemins de campagne qui ont toujours été sécuritaires à 70-80, là, il ne faut pas exagérer, qu'on laisse la limite au moins à 70. À 60, c'est tout juste, si on les limite, le moindre ralentissement, ben on rétrograde puis on gaspille de l'essence. C'est pas acceptable. Page suivante. Déjà,
que rouler à 30 km/h, c'est un énorme gaspillage d'essence. En plus, les ralentisseurs qu'on installe à certains endroits, là, premièrement, ça ne devrait même pas exister. On devrait discipliner les conducteurs à respecter les limites de vitesse. Quelqu'un qui roule volontairement au-dessus de la limite, c'est automatiquement une arrestation, menotte au poignet, une accusation de conduite dangereuse. Des entraves à la circulation comme ça augmente encore la consommation d'essence parce qu'on est rendu à rouler. Des fois, il y a certaines bosses comme ça qu'on doit les passer il faut presque s'arrêter. Donc, l'augmentation de consommation d'essence, accélérer et ralentir, en plus de s'arrêter au coin de rue, là, ça rajoute des variations de vitesse qui gaspillent de l'essence, donc qui augmentent la pollution et la soi-disant arnaque climatique, là, qu'on arrête d'écœurer le monde pour des mensonges. Ici, ce que j'ai représenté, c'est qu'une rue particulièrement étroite. L'automobiliste ici, il évite de frôler les véhicules stationnés pour si quelqu'un ouvre une porte. L'autre qui va se ranger sur le bord du trottoir parce que laisser passer, parce qu'il y a des cyclistes. Quand on roule moins de 30 km/h pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt qu'on on arrive sur une grande rue ou un boulevard, là, on peut rouler à 50 km/h pour avoir une consommation d'essence convenable. Ici, ce que j'ai voulu représenter, il n'y a pas seulement en ville qu'on embête les automobilistes. Sur cette route de campagne, si vous avez manqué la limite de vitesse, vous pouvez facilement croire qu'on a le droit de rouler à 70-80. Ben non, regardez ce qu'on a fait ici. Limite 30 km/h. Là, il ne faut pas exagérer. La seule raison de respecter la limite de vitesse, c'est d'éviter des contraventions. Mais aussitôt que quelqu'un arrive par derrière, il cherche à dépasser. Et si par malheur, il y a un véhicule qui s'en vient en face, l'autre, il s'énerve, il va faire un dépassement dangereux. Qu'on arrête, là. En baissant les limites de vitesse de façon exagérée, ça multiplie les dépassements. Parce que je le répète, j'insiste, quelqu'un qui respecte la limite de vitesse pour éviter des contraventions, là, l'autre qui va s'énerver, qui cherche à dépasser. Déjà, avant 2015, là, le scandale de baisser les limites de vitesse un peu partout, là, avant 2015, il y avait déjà des délinquants qui cherchaient toujours à dépasser. Là, on fait exprès, on augmente la délinquance. C'est totalement inacceptable. Entrave à la circulation. Boulevard Henri Bourassa. Les bandes rouges, je me demande... Excusez-moi, je vais boire une autre gorgée d'eau pour éviter de refaire la vidéo 15 fois. Là. Parce que ça m'est déjà arrivé dans d'autres présentations de devoir de devoir recommencer. Ça devient épuisant à la longue. Donc, la bande rouge, c'est probablement la voie réservée aux autobus. Mais remarquez ici qu'on a éliminé les places de stationnement. Mais là, il y a des gens qui habitent dans les immeubles ici. Il y a peut-être des commerces au rez-de-chaussée, mais il faut autant les clients que des commerces que les résidents ont besoin de places de stationnement. Ici, rue Christophe-Colomb, Montréal, il y a une piste cyclable dans le parc. Et là, ce que j'ai marqué en jaune ici, c'était des places de stationnement qui ont été remplacées par des bandes cyclables des deux côtés. Et de façon totalement inutile, il n'y a pas de temps de circulation cycliste que ça justifie d'entraver la circulation automobile. Maintenant, on ne le voit pas sur cette image ici, mais les automobiles stationnent ici. Et donc, il y a seulement une voie de circulation par direction. Avant, on pouvait circuler deux véhicules de large. Maintenant, c'est une seule voie de circulation. Et de façon totalement inutile et injustifiée. Ici, rue Salk, à Montréal-Nord. On a éliminé des places de stationnement pour faire une bande cyclable. De ce côté ici, c'est le côté ouest, non, du côté est. Côté ouest, on a fait une bande cyclable ici. Donc, on a complètement éliminé la moitié des places de stationnement, ou à peu près. Où est-ce qu'on peut se stationner quand le camion balai va nettoyer le côté auto de la rue? Quand le camion balai passe de ce côté ici, où est-ce qu'on va stationner? C'est aberrant. Rue Prieur, Montréal-Nord. Donc, on voit ici sur l'image du haut, on pouvait circuler dans les deux directions. Attendez, je trouve la flèche. Bon. On pouvait circuler dans les deux directions ici. Puis on stationnait les véhicules des deux côtés. Maintenant, on a supprimé des places de stationnement pour faire une bande cyclable ici.
Et si on s'était contenté de faire un sens unique et permettre de stationner ici, ça serait un moindre mal. Mais pourquoi on empêche les véhicules de stationner? Juste pour écœurer les automobilistes. Ça n'a pas de sens. Là où on a mis des rayures ici pour interdire le stationnement ou la circulation, ou même les deux, c'est inacceptable. C'est juste pour écœurer les automobilistes qui, comme je l'ai montré en première image, les gens qui ont la possibilité de quitter la ville vont le faire. Aussitôt qu'ils ont les moyens de s'acheter une maison ou de se louer quelque chose en dehors de la ville. Ici, un autre entrave à la circulation. On a coupé au minimum 2 places de stationnement. Selon la longueur des véhicules, il y a au moins 2 places perdues. En plus de représenter un relatif... Bon, premièrement, il y a 2 problèmes à cette chose-là ici. Premièrement, ça entrave le travail des déneigeurs l'hiver. Bien sûr, la neige tombe en hiver, bien sûr. Le travail des déneigeurs est ralenti. La machinerie consomme plus de carburant diesel, ce qui augmente la pollution. Donc, lutter contre les soi-disant changements climatiques, c'est contre-productif. En plus, ça représente un danger. S'il y a une chute de neige de 15-20 cm ou un peu plus, ces obstacles peuvent devenir invisibles. On ne sait pas, le vent peut faire monter une petite butte ici. On ne sait pas s'il y a quelque chose en dessous. Parce que ça arrive que des fois, le vent va pousser une bonne butte de neige sur les murs et on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Par contre, il y a des endroits où on va rajouter un poteau d'environ 1 mètre de hauteur pour avertir les déneigeurs et les automobilistes qui circulent. On met des poteaux. Là, à travers la neige, on peut les voir. Donc, mais quand même, le fait d'empêcher les gens de stationner, c'est inacceptable. Et ici, bon, on voit les petits poteaux orange. On a mis des poteaux noirs. Et regardez, l'hiver, quand il y a de la neige, même quand il tombe beaucoup de neige, et puis, comme je vous disais, si la neige monte des petites buttes assez haut, là, on s'attend à ce qu'il y ait des trottoirs sur le côté des rues, on s'y attend. Mais quand on place un obstacle au milieu de la rue comme ça, là ça peut provoquer des collisions s'il n'y a pas de poteau pour avertir quand il y a de la neige abondante. Donc, le poteau noir ici que vous voyez près de l'autobus, c'est ce que je disais sur les 2 images précédentes. Si on rajoute des poteaux ici et ici, pour question de sécurité, le problème est réglé. Sauf que l'entrave à la circulation, entrave à la circulation et entrave au stationnement. En plus d'endommager des véhicules. Imagine l'autobus, il peut peut-être avoir endommagé le différentiel ou je sais pas quoi, un autobus ou un camion. Ça endommage des véhicules. C'est inacceptable. Puis qui va payer les réparations? La ville va se dégager de sa responsabilité. Hein? Ici, une autre aberration. Une seule voie pour circuler. Le véhicule vert, il va empiéter sur la piste cyclable, ce qui multiplie comment je peux dire? Ça multiplie les empiètements sur la piste cyclable. Imaginez si le conducteur du véhicule vert veut se ranger ici à droite, comme représenté, et un autre cycliste qui pédale plus vite que l'autre, il dépasse au mauvais moment. Des fois, ça peut devenir très dangereux. En plus, s'il y a beaucoup de cyclistes qui circulent et c'est impossible de se ranger sur la bande cyclable, là, les 2 véhicules ici, le vert et le bleu, vont se retrouver face à face. Ils vont attendre combien de temps? 10, 15, 20 minutes, consommer de l'essence au ralenti, donc c'est le gaspillage d'essence qui augmente la pollution. Ils veulent lutter contre les changements climatiques, les soi-disant changements climatiques. Non, c'est contre-productif encore. Et pour question de sécurité, comme je viens de dire, ça met en danger la vie des cyclistes. Sur d'autres chemins, les automobilistes n'ont pas à empiéter sur la bande cyclable. Et ici, on met en danger les cyclistes. Donc, comprenez la logique, là. Je ne vais pas insister trop, j'espère que vous avez compris. Donc, le problème ici, regardez, on gaspille tellement d'argent pour entraver la circulation automobile qu'on néglige des lieux publics comme le parc La Fontaine ici représenté. Maintenant, je parle du parc La Fontaine, mais il y a d'autres lieux publics qui ont été négligés aussi, d'autres citoyens. Je vous invite
à prendre note, prendre des photos à d'autres endroits qui ont été négligés parce qu'on gaspille tellement d'argent pour entraver les automobilistes. On n'a plus d'argent pour, j'insiste, même si j'ai l'air de radoter, on néglige l'entretien des lieux publics comme le parc La Fontaine ici. Bon, La Fontaine n'a pas été réparée depuis au moins deux années, peut-être trois. Ceux qui en savent plus que moi, ben, confirmez que c'est 2 ans, 3 ans, peut-être 4, je ne sais pas, là, mais au moins 2 ans certains. Avant, c'était tellement agréable de pouvoir pique-niquer au parc La Fontaine. Marquez ce que j'ai écrit en vert. Comme c'était agréable de pique-niquer à la vue et au son de l'eau de la fontaine, voir les canards nager, etc. C'était une merveilleuse ambiance. Moi, il m'arrivait, moi j'habite à Rivière-des-Prairies, à 20 km du parc La Fontaine. Je prenais ma bicyclette, je montais sur le Mont-Royal, je faisais le tour où il y avait où les antennes de télévision, le chalet, le tour du lac des Castors, et je redescendais, pique-niquer au parc La Fontaine. Je m'assoyais sur un de ces bancs ici, puis c'était une merveilleuse ambiance. Mais donc, tout ça, gaspiller de l'argent public et négliger des lieux publics intéressants pour les citoyens, c'est aussi une chose qui devra être les qui devra pas être expliquée devant un juge. Là, ça va faire. Là, ceux qui sont responsables de ce désordre devront s'expliquer devant un juge. C'est inacceptable de négliger les lieux publics pour écœurer les automobilistes. Voici ce qui termine ce résumé de ce que j'ai à dire sur les entraves à la circulation. Merci et à bientôt.